Bonjour à tous. Je pense qu'on peut commencer. Tout d'abord, merci de votre présence. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Moi, c'est Léa Sinfal. Je travaille actuellement au sein de Crédit Agricole Assurance dans l'équipe inventaire. J'ai rejoint le groupe fin 2018 dans le cadre d'un stage suivi d'une alternance dans l'équipe produit épargne retraite. Et c'est lors de cette alternance que j'ai eu à mener l'étude qui va être présentée aujourd'hui. Mon mémoire porte sur la construction d'étapes de mortalité prospective et sur la mise en place d'indicateurs de tendance de longévité. Donc, pour ce webinaire, je vais d'abord vous présenter le mémoire pour la première demi-heure et la demi-heure suivante sera consacrée à vos questions. L'étude menée dans le cadre de ce mémoire entre dans un contexte où les assureurs proposent des garanties qui reposent sur la durée de vie résiduelle des individus. Donc, il est important pour les assureurs de bien évaluer leur engagement. Aussi, en parallèle, on a une réglementation qui impose une approche best estimate pour tout ce qui est évaluation des engagements du passif. Aussi, chez Crédit Agricole, on construit des tables de mortalité qui sont certifiées tous les 2 ans. Et cette table est notamment utilisée dans le cadre du provisionnement de la garantie plancher. Il se pose la question à savoir, est-ce qu'il est nécessaire d'appliquer une marge de prudence à la table construite entre 2 certifications? L'étude rentre aussi dans le cadre du suivi des tables de mortalité d'expérience. Le mémoire vient répondre à 2 objectifs. Le premier est de construire des tables de mortalité prospectives qui vont nous permettre d'avoir une meilleure évaluation des engagements à long terme. L'autre objectif est de mettre en place un indicateur de tendance qui va nous permettre de voir l'évolution de la longévité du portefeuille et qui va nous aider à pouvoir juger du besoin d'appliquer une marge de prudence à la table certifiée. La démarche adoptée est la suivante. On a commencé par retraiter et faire une validation des données. Ensuite, les tables mortalité prospectives sont construites aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ces tables sont ensuite projetées et pour finir, un indicateur de tendance est mis en place. D'abord, il faut savoir que le risque de longévité est un risque de long terme. Il intervient lorsque la durée de vie des individus est en moyenne significativement plus longue que ce qui était prévu. Sa composante principale est le risque de tendance, c'est-à-dire lorsqu'on a un changement de la vitesse d'amélioration de la longévité. En France, les projections de l'INSEE font état du hausse de la longévité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'espérance de vie à la naissance des femmes est plus élevée que celle des hommes. Toutefois, on voit qu'il y a une baisse de cet écart au cours du temps. Il est important aussi de savoir que le risque de longévité présente des spécificités pour l'assureur. Notamment, en moyenne, on voit que les assurés qui souscrivent à des contrats de rente viagère vivent plus longtemps que la population globale. Il y a un phénomène d'antisélection. En fait, par exemple, il y a des assurés, soit ils pensent qu'ils ont une meilleure santé ou qu'ils prennent plus soin de leur santé, ils ont plutôt tendance à souscrire à des rentes viagères. Aussi, l'assureur dispose de leviers pour maîtriser ce risque, notamment en utilisant des tables de mortalité d'expérience. En fait, ce sont des tables qui sont construites sur la base du portefeuille de l'assureur. Cela permet de mieux prendre en compte les spécificités du portefeuille. L'assureur peut aussi mutualiser le risque de longévité et de mortalité. Il peut également transférer ce risque en entier via les traités de réassurance. Donc, l'assureur utilise les tables de mortalité pour estimer la durée de vie résiduelle des individus. Donc, dans les tables de mortalité, on a pour chaque âge la probabilité annuelle de décès qui est donnée. Il existe différents types de tables de mortalité. D'un point de vue plutôt réglementaire, on a tout ce qui est table INSEE, par exemple la TH0002. On a les tables IA des rentiers, exemple la TGF05, et on a les tables d'expérience. D'un point de vue plutôt technique, on a les tables du moment. En fait, ces tables de mortalité ne tiennent pas compte de la génération des individus, contrairement aux tables prospectives. Les tables prospectives, eux, sont plus adaptées donc pour tout ce qui est risque de longévité. Et c'est ces tables qui vont nous intéresser par la suite. Donc, pour mieux comprendre nos résultats, je rappelle ici des années où en France, on a eu de la surmortalité. Par exemple, en 2003 et en 2015, on a eu des périodes de fortes canicules. En 2012, 2015 et 2017, on a eu des épidémies de grippe. Et en 2012, une vague de froid exceptionnelle a été notée.
Donc, les données utilisées pour l'étude sont issues de la base de données de CAS au 31 décembre 2018. Après tout ce qui est retraitement et validation, on se retrouve avec environ 18 millions de polices, que le périmètre épargne-retraite. La période d'observation retenue est celle allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2018, soit 24 années d'observation. L'idée ici était d'avoir le maximum d'années d'observation possible, mais aussi d'avoir des données fiables. La première étape consiste à calculer tout ce qui est présence. En fait, la présence peut être définie comme étant la durée réelle d'observation d'un individu entre l'âge X et X plus 1, et cela durant l'année T. On calcule ensuite l'âge moyen du portefeuille et l'âge moyen au décès. Cette moyenne est pondérée par les présences. On voit qu'entre 1995 et 2018, l'âge moyen du portefeuille a baissé d'environ 8%, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Cela s'explique en partie par des souscripteurs qui sont de plus en plus jeunes, mais aussi par la mise en place de produits qui sont destinés à des mineurs. L'âge moyen du portefeuille est plus élevé chez les femmes. En effet, les femmes vivant plus longtemps en moyenne, elles sont observées à des âges plus élevés. En parallèle, on a l'âge moyen au décès qui augmente entre 1995 et 2018, notamment de 6,7% au global. Cela s'explique en partie par les progrès médicaux qui sont réalisés sur la période d'observation, notamment tout ce qui est lié au cancer, Alzheimer, entre autres. En termes de répartition homme-femme, nous avons un portefeuille plutôt équilibré en termes de présence, mais globalement déséquilibré en termes de décès. Là, on va passer à la construction des tables de mortalité. Là, je rappelle les étapes de construction. Donc, on va d'abord commencer par estimer les taux bruts. Ensuite, ces taux sont ajustés ou lissés, puis extrapolés aux grands âges. Ça va nous permettre d'obtenir les tables de mortalité prospective. Par la suite, les facteurs temporels sont projetés pour nous permettre d'avoir la table de mortalité projetée. Donc, pour estimer les taux bruts, un estimateur qui semble naturel, c'est l'estimateur binomial. L'idée est de rapporter le nombre de décès à l'âge X durant l'année T au nombre d'individus qui sont présents dans le portefeuille d'âge X et aussi durant l'année T. Le problème de cet estimateur est qu'il ne tient pas compte de la présence de censure et de troncature. Donc, ça veut dire, par exemple, les individus qui rentrent au cours de l'année T sont mal pris en compte, par exemple. Donc, pour contourner cette limite, on utilise l'estimateur de Ohm. En fait, le principe est le même, sauf que cette fois, le nombre de décès est rapporté à l'exposition. L'exposition peut être définie comme étant la somme des présences. Il s'agit d'un estimateur qui est plutôt simple à mettre en œuvre. Toutefois, il repose sur une hypothèse de constance des forces de mortalité pour les individus dont l'âge est compris entre X et X plus 1, et cela durant entre T et T plus 1. Donc, arrivé à ce niveau, les résultats qu'on obtient font état d'une baisse de la mortalité au fil des années d'observation, exception faite des années de surmortalité. Donc, par exemple, pour une femme de 90 ans, le taux de mortalité était de 14% en 1995. Ce taux de mortalité passe à 10% en 2018. On voit également que le taux de mortalité est plus élevé pour les hommes, cela pour toutes les années d'observation. Toutefois, cet écart se réduit au cours du temps. Cela s'explique en partie par tout ce qui est rapprochement de mode de vie des femmes et des hommes, tout ce qui est lié à la durée de travail, tout ce qui est type d'activité professionnelle, consommation de tabac ou d'alcool. Donc, les taux bruts estimés, on construit les intervalles de confiance de niveau 95%. Ce qu'il y a à retenir à ce niveau, c'est qu'on a une baisse de la précision qui augmente avec l'âge et plutôt une hausse de la précision au fil des années d'observation. Du coup, pour tout ce qui est... le mémoire est disponible sur le site de l'Institut des Actuaires, si vous voulez plus de détails sur ces points. Donc, en termes de variation des taux de mortalité entre 1995 et 2018, on a une baisse qui croît avec l'âge. Et pour les assurés de plus de 50 ans, cette baisse est plus importante chez les hommes. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un rapprochement du mode de vie des femmes et des hommes. Et également, les taux de mortalité des hommes étant plus élevés, il y a une plus grande propension à l'amélioration de la mortalité.
En fait, lorsqu'on construit les taux bruts, on note des irrégularités. Le premier est une décroissance des taux de mortalité sur certains intervalles d'âge. On peut raisonnablement supposer qu'à partir d'un certain âge, les taux de mortalité normalement devraient croître avec l'âge. Donc, cette irrégularité est liée à l'estimateur qui est utilisé. Une solution est d'effectuer une technique de lissage sur les données brutes. L'autre irrégularité porte sur la forte volatilité des taux de mortalité aux grands âges. Cela est lié aux fluctuations d'échantillonnage sur les grands âges, au fait qu'on n'ait pas beaucoup d'individus sur les grands âges. Une solution est d'extrapoler les taux de mortalité pour ces grands âges. Donc, afin d'ajuster nos taux bruts, deux familles de modèles sont possibles, en fait. Il y a les modèles de construction exogène. L'idée est de fixer une table de référence et d'ajuster nos taux de mortalité à cette table. Donc, cette famille de méthodes a été testée dans le cadre du mémoire. Donc, vous pouvez trouver plus de détails aussi dans le mémoire. Donc, mais je ne vais pas les présenter par la suite. Là, on va plutôt se concentrer sur les modèles de construction endogène, vu que ce sont ces modèles qui sont retenus par la suite. Pour le premier modèle, il s'agit de Lee Carter. Là, on modélise le temps instantané de décès comme un facteur d'un paramètre d'âge alpha x qui nous donne le niveau de mortalité pour chaque âge, d'un paramètre K qui nous donne l'évolution de la mortalité au cours du temps, et un paramètre bêta x qui, lui, nous donne pour chaque âge la sensibilité à cette évolution de la mortalité. On se retrouve donc avec deux paramètres d'âge et un paramètre de temps. Ces paramètres sont estimés par la méthode des moins de K ordinaires pour le paramètre alpha et par décomposition en valeurs singulières pour les paramètres bêta et K. Là, pour ce modèle, on a une première limite qui porte sur l'hypothèse de constance dans le temps des paramètres d'âge. En effet, il n'y a pas de raison que, par exemple, une année, une découverte technologique peut favoriser les plus jeunes et une autre année, plutôt les personnes plus âgées. L'autre limite porte sur l'hypothèse qui est faite d'homocédasticité des erreurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, on voit que pour les grands âges, on avait une volatilité des taux de mortalité. Donc, cette hypothèse n'est pas forcément fondée. Donc, pour corriger ou contourner cette dernière limite, on teste le modèle log-Poisson. Là, on modélise le nombre de décès comme suivant une loi de Poisson de paramètres l'exposition multipliée par le taux instantané de décès. Ce taux est estimé comme dans le cadre du modèle Lee Carter. On se retrouve donc avec les mêmes paramètres qui, cette fois, sont estimés par maximum de vraisemblance et algorithme de Newton-Raphson. On retrouve la limite concernant les paramètres d'âge et cette fois, on a un nombre élevé de paramètres à estimer. Pour nos données, on a 158 paramètres à estimer. Donc, ça consiste quand même une limite. Donc, pour contourner celle-ci, on a testé le modèle log-Poisson linéaire. Il s'agit d'une approximation polynomiale du modèle log-Poisson, qu'on a les mêmes paramètres qui sont estimés par maximum de vraisemblance. Donc, toujours la limite concernant les paramètres d'âge. Aussi, certes, le nombre de paramètres à estimer a baissé, mais il reste non négligeable. On a 12 paramètres à estimer. Donc là, on s'intéresse plutôt à la limite qui porte sur les paramètres d'âge. Donc, pour la contourner, on teste le modèle Kern-Blake-Dode. Cette fois, c'est le logit des taux de mortalité qui est modélisé et on passe par deux paramètres temporels qui sont estimés par maximum de vraisemblance également. Donc, c'est un modèle qui est moins intuitif et il est plutôt performant pour les grands âges. Là, je présente les résultats obtenus pour ces modèles endogènes. Là, j'ai regroupé, déjà en exemple, on voit les résultats pour les femmes. Les résultats pour les femmes et les hommes sont disponibles dans le mémoire. Là, on regroupe les résultats de Lee Carter, log-Poisson et log-Poisson polynomial, vu qu'ils ont les mêmes paramètres. L'évolution du paramètre alpha nous montre qu'on a bien une hausse du niveau de la mortalité par rapport à l'âge, une croissance de ce niveau avec l'âge. L'évolution du paramètre K montre une baisse de la mortalité au cours du temps. Le paramètre bêta, pour rappel, il nous donne la sensibilité pour chaque âge à l'évolution de la mortalité.
Donc, on voit qu'entre 30 ans et 60 ans, il y a une décroissance de cette sensibilité. Entre 60 et 80 ans, cette sensibilité croît, puis au-delà de 80 ans, ça décroît. Les paramètres du modèle, l'évolution des paramètres du modèle Kern-Blake-Dode font état aussi d'une baisse de la mortalité au cours du temps. Donc, tous ces modèles testés ont fait appel aux critères de proximité pour retenir comme modèle pour la suite de l'étude. Donc, l'idée des critères de proximité est de voir à quel point les taux qu'on estime sont proches des observations. Les critères retenus sont les critères du Ki2, du MAP, du R2 et du SMR. Ce dernier étant plus intuitif, vu qu'on rapporte le nombre de décès réellement observés au nombre de décès estimés. Les résultats obtenus nous ont amenés à retenir le modèle Log-Poisson pour la suite de l'étude. Donc, à ce niveau, on a fini tout ce qui est ajustement des taux de mortalité. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'extrapoler aux grands âges, de faire la fermeture des tables. La méthode retenue est celle de Denis et Godernion. Toutefois, l'importance de cette partie est à relativiser, vu que dans notre portefeuille, les individus d'âge plutôt élevé est relativement faible. Par exemple, les individus de plus de 90 ans représentent environ 1,5% du portefeuille. Donc, à ce niveau, on a l'étape de mortalité prospective. Donc, ce qu'on souhaite par la suite, c'est de les projeter. Donc, on reste sur le modèle Log-Poisson, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On se rappelle qu'on a deux paramètres d'âge qui sont constants dans le temps. Donc, on n'a pas besoin de les projeter. On va s'intéresser plutôt à la projection du paramètre temporel. Pour cela, on fait appel au modèle ARIMA, qu'on va spécifier à l'aide de la méthode Box and Jenkins. La première étape consiste à nous assurer que la série est stationnaire. Ce n'était pas le cas pour nos données, donc on a eu à les différencier une fois pour le rendre stationnaire. L'étape suivante consistait à identifier le modèle. On a utilisé les critères de choix AIC et BIC, et c'est le modèle ARIMA 112 qui a été retenu. Et c'est là aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'étape suivante consiste à nous assurer que nos résidus sont des bruits blancs, donc vérifier que leur espérance est bien nulle, qu'on n'ait pas d'autocorrélation et qu'on ait une homocédacité conditionnelle. Donc là, on a pu vérifier qu'on a bien des bruits blancs qui sont gaussiens. L'étape suivante consiste à faire la projection en tant que telle. L'horizon de prévision retenu est 15 ans. Donc là, on a les projections du paramètre K pour les femmes et c'est la même projection pour les hommes. Donc, une fois le paramètre temporel projeté, on obtient assez aisément les tables de mortalité projetées. Là, on a ces tables pour les femmes et là pour les hommes. Toutefois, il est important de nous assurer de la cohérence des taux qu'on a construits. Donc, pour cela, on fait appel à l'espérance de vie générationnelle partielle. En fait, l'idée, pour calculer cette espérance, on fixe un âge et on somme le produit des taux de mortalité sur la diagonale. En fait, là, on a un exemple de résultat. Et dans le mémoire, il y a d'autres exemples pour mieux comprendre cette espérance. En fait, là, ce qui est important, c'était de comparer les espérances qu'on a avec la table qu'on a construite et les espérances qu'on a avec la table de l'INSEE. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'espérance de vie calculée avec la table construite est bien supérieure à l'espérance de vie qui est calculée avec la table INSEE. On a également, en âge fixé, l'espérance de vie qui est plus élevée pour les générations les plus récentes. Également, l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Donc là, on passe à l'indicateur de tendance. Tout d'abord, un indicateur peut être défini comme une variable qui permet de décrire un élément de situation ou une évolution d'un point de vue plutôt quantitatif. Dans notre étude, il va nous permettre de juger du besoin d'appliquer une marge de prudence aux tables de mortalité certifiées. Un premier indicateur de tendance a été construit. Il est basé sur le nombre de décès. Donc, on calcule le nombre de décès d'âge X durant l'année T comme étant le produit de taux construits et de l'exposition. Ensuite, on obtient le nombre de décès annuels et l'indicateur est la variation du nombre de décès sur un an.
qui est plutôt assez intuitif en fait. L'autre indicateur qui a été testé est un indicateur basé sur un facteur de réduction. L'idée est qu'on se dit la tendance à la longévité pour un individu peut être résumée par un unique paramètre. En fait, on se dit que le taux de mortalité pour un âge donné et pour une année T est proportionnel au taux de mortalité à ce même âge l'année précédente. Donc, pour estimer ce paramètre, on se fixe des sous-périodes d'observation. Et pour chaque sous-période, chaque sous-période est composée de N années d'historique. Pour notre étude, nous avons fixé 5 ans pour chaque sous-période. Donc, on obtient par la suite le paramètre pour chaque âge et pour chaque sous-période. Et pour avoir ce paramètre pour la sous-période, on fait une moyenne des facteurs de réduction par âge et sous-période. C'est pas l'indicateur le plus simple, mais on verra par la suite les avantages qu'il a. Donc, ces deux indicateurs construits, on calcule une moyenne mobile pour chaque indicateur. Pour rappel, une moyenne mobile est une moyenne qui est calculée tour à tour sur chaque sous-ensemble de valeurs consécutives de l'échantillon. On calcule cette moyenne pour bien voir les tendances et supprimer tout ce qui est fluctuation transitoire. Donc là, on a les résultats de ces indicateurs. Donc en haut, les indicateurs basés sur le nombre de décès. Donc là pour les femmes et là pour les hommes. Les deux graphes du bas, on a les indicateurs qui sont basés sur le facteur de réduction pour les femmes et pour les hommes. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'on a bien une hausse annuelle de la longévité à horizon 2033. Toutefois, cette intensité de la hausse baisse pour les femmes et tend vers 0,5% par an. En parallèle, l'intensité de la hausse est plutôt stable chez les hommes et tourne autour de 1,5% par an. Donc, cette différence s'explique par ce que je disais tout à l'heure, la marge de progression qui est plus importante pour les hommes. Donc, l'avantage dont je parlais tout à l'heure concernant l'indicateur de facteur de réduction est qu'il nous permet de voir un peu l'évolution de la longévité en fonction de l'âge et aussi des sous-périodes. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, facteur de réduction en fonction de l'âge et les sous-périodes qui sont fixées. Donc, pour rappel aussi, plus on est proche de 1, plus l'évolution de la mortalité est faible. Là, ce qu'on obtient à ce niveau, c'est qu'on a plus la sous-période est récente, plus on a une hausse de la longévité qui est faible. On voit également qu'entre 40 ans et 60 ans, on a une hausse de la longévité qui décroît avec l'âge. À partir de 60 ans, cette hausse de la longévité est déjà plus importante et aussi, elle croît avec l'âge jusqu'à 80 ans. Au-delà de 80 ans, on a une hausse de la longévité qui décroît et qui a tendance à s'annuler. Cette observation est faite aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Aussi, ce sont des observations qui sont en accord avec l'évolution qu'on avait vue un peu au début, qui portait sur l'évolution du paramètre qui nous donnait la sensibilité aux améliorations de la longévité. C'était le paramètre bêta du modèle Log-Poisson. Donc là, ça nous permet, on a une vision de à quel point, en fonction de leur âge, les individus ont eu à bénéficier des améliorations, par exemple en termes de santé ou de bien-être, entre autres. Donc, ces indicateurs construits, on va s'intéresser à leur intervalle de confiance. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que pour arriver à ces indicateurs, il y a des sources d'incertitude qui se sont glissées. Par exemple, tout ce qui est erreur d'échantillonnage sur les taux bruts. On a également les erreurs d'estimation lors de la spécification des paramètres du modèle Log-Poisson. Il y a les erreurs de prédiction lors de la projection du paramètre temporel. Donc, pour construire nos intervalles de confiance, on passe par une technique de simulation. La technique retenue est celle du bootstrap paramétrique. En fait, l'idée est de créer des échantillons bootstrap. Pour chaque échantillon, on génère de nouveaux nombres de décès. On suppose que le nombre de décès suit une loi de Poisson de moyenne, le nombre de décès réellement observés. Ensuite, on estime les paramètres du modèle Log-Poisson, puis les paramètres du modèle ARIMA, sauf qu'on garde bien les ordres qui avaient été sélectionnés auparavant.
L'étape suivante consiste à projeter le paramètre temporel et enfin, on recalcule pour chaque échantillon la valeur de l'indicateur. Donc, pour notre étude, on a construit 1000 échantillons Bootstrap et des intervalles de confiance de niveau 95% ont été construits. Là, on a les résultats et on retrouve bien les conclusions qu'on avait précédemment sur les indicateurs. Là, on a l'exemple pour les hommes. Alors, on peut retrouver la même chose aussi pour les femmes dans le mémoire. En somme, on est parti d'un portefeuille plutôt équilibré en termes de présence hommes et femmes. On a eu à construire les taux bruts qui ont été ajustés par la suite grâce au modèle log-poisson. Et ce modèle nous a permis également de faire la projection des taux de mortalité. Après, 2 indicateurs de tendance ont été construits, un basé sur le nombre de décès, qui est plutôt assez intuitif, et un autre qui est basé sur un facteur de réduction et qui nous permet aussi de voir l'évolution en fonction de l'âge. Donc, ce qui est à retenir, en gros, c'est qu'on a une hausse de la longévité qui est de plus en plus faible et cette hausse est plus importante chez les hommes. Elle est décroissante entre 40 ans et 60 ans. Cette hausse est plus élevée et croît entre 60 ans et 100 ans, 100 ans et 80 ans. Et elle décroît au-delà de 80 ans et a tendance à s'annuler. Donc, en conclusion, à horizon 2033, il n'est pas nécessaire d'appliquer une marge de prudence à la table de mortalité qui est construite entre deux certifications. Également, les backtesting qui sont menés montrent qu'entre deux tables certifiées, les taux de mortalité ont bien tendance à baisser dans le temps. Comme piste d'amélioration, il aurait été intéressant de tester aussi d'autres modèles, comme des modèles qui prendraient en compte un facteur générationnel. Il faut aussi avoir en tête que l'étude ne tient pas compte des futurs changements de comportement des individus, donc tout ce qui est lié à leur alimentation ou bien-être. L'étude ne tient pas non plus en compte tout ce qui est capacité d'adaptation des individus face à leur propre développement, tout ce qui est lié par exemple à la pollution, au réchauffement climatique, ou toutes les menaces sur la santé des individus, donc tout ce qui est lié par exemple à l'obésité, la résistance aux antibiotiques, et on est en plein dedans tout ce qui est pandémie également. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, j'essaierai d'y répondre. Donc, cette présentation aussi sera disponible sur le site de l'Institut des actuaires. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez plus de précision sur une partie ou autre. Ou même des contributions si vous en avez, n'hésitez pas. On a une première question qui porte en fait si sur ces indicateurs vont être utilisés par la suite. En fait, c'est un indicateur, déjà c'est un outil qui est disponible et qui nous permet de justifier de pourquoi cette certification est faite tous les 2 ans. Donc, en quelque sorte, c'est utilisé déjà. Il y a une question sur les outils qui ont été utilisés pour ces travaux, que tout ce qui est traitement de données, c'était plutôt SAS. Et par exemple, au moment d'utiliser la modélisation pour tout ce qui est modèle d'ajustement externe, c'était plutôt R qui était utilisé. Et sinon, c'était Excel. Du coup, j'ai une question concernant l'intervalle de confiance
notamment pourquoi celui des hommes est plus large que celui des femmes. En fait, là, on a l'intervalle, dans ce que j'ai présenté, il y avait l'intervalle de confiance que des hommes, si je ne me trompe pas. Et donc, il n'y a pas vraiment de comparaison entre les deux. Après aussi, ça dépend aussi du nombre de données qu'on a pour les hommes et pour les femmes. Donc, ça peut jouer sur les intervalles de confiance. Donc, il y avait une question, merci, du coup, pourquoi on n'a pas choisi d'introduire un estimateur de type Kaplan-Meier pour contourner les soucis de données incomplètes. En fait, ça a été envisagé d'utiliser Kaplan-Meier et en fait, en regardant notamment tout ce qui est littérature, tout ce qui a été comparaison de ces deux méthodes et aussi vu les données qu'on avait, il nous a semblé plus cohérent d'utiliser l'estimateur de Ohm. Et après, les résultats entre les deux méthodes, parce que ça a été testé aussi, n'étaient pas si différents en fait. Donc et on voulait plus pouvoir tester plusieurs modèles d'ajustement, plutôt des modèles de construction des taux bruts. Du coup, il y a une question. En ce qui concerne l'écart de tendance d'évolution entre la population des hommes et des femmes, avez-vous dû faire des retraitements dans le modèle? Donc, en fait, la population des hommes et des femmes ont été traitées distinctement. Donc, il n'était pas nécessaire de faire des retraitements en tant que tel. Donc, si on avait retrouvé pour les hommes un modèle distinct que celui des femmes, on les aurait gérés vraiment comme ce qu'on a fait là, distinctement. Ils n'étaient pas obligés d'avoir le même modèle. C'est vraiment les résultats qui nous ont amenés à choisir le même modèle pour les hommes et les femmes. Il y a une question, je n'ai pas bien compris la taille du portefeuille, 18 millions de police, mais sur 23 ans. En fait, concernant les 18 millions, c'est le nombre vraiment d'individus qui sont présents durant ces 24 ans. Donc, on les observe au moins une fois entre 1995 et 2018. Donc, ils peuvent être présents plusieurs fois sur plusieurs années. Une question, vous avez comparé l'espérance de vie du portefeuille étudié avec celle de l'INSEE, qu'en est-il des facteurs d'amélioration? Donc oui, on voit clairement qu'il y a une hausse de la longévité. Et pour bien voir ces facteurs d'amélioration, là je pense que c'est les modèles externes qui mettent plus en avant ce point. Là aussi, les résultats sont présentés dans le mémoire et commentés. Vous pouvez vous y référer. Du coup, là, on va arrêter les questions, qu'on va dépasser même l'heure, je m'en rends compte. En tout cas, merci de votre présence. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications et que ça vous servira à la suite. N'hésitez pas à lire le mémoire. Vous retrouverez bien les slides sur le site de l'Institut des actuaires, ainsi que la vidéo de la présentation. Merci à tous.